Pour le créancier, notamment les banques, c'est une récrimination permanente que de voir qu'à travers leurs avocats, les actions sont en justice, lorsqu'elles sont en justice, traînent. Mais il est vrai aussi que nous avons relevé qu'il y avait aussi ce qu'on appelle les manœuvres dilatoires. Et dans le cadre des réformes sur lesquelles nous discutons au sein du CPI, avec donc Mme Ouane et les autres représentants du secteur privé de l'administration, ainsi que les représentants de la justice, il est question de voir quelles vont être les réformes les plus pertinentes pour essayer de faire front par rapport à tous ces contraintes. Mais enfin, je voulais dire que ce qui est le plus important pour nous, chefs d'entreprise, c'est qu'effectivement, s'il s'agit du thème, en tout cas, relativement aux sûretés, nous n'avons pas aussi le droit de ne pas nous poser un certain nombre de questions. Si on observe que les sûretés, en tout cas dans nos économies, sont très souvent la garantie hypothécaire, nous nous interrogeons aussi sur la manière dont les dossiers de demande de crédit sont traités au niveau des banques. Le banquier vous dit, écoutez, l'opérateur que j'ai en face de moi ne me présente pas suffisamment d'éléments fiables par rapport à ses états financiers et donc l'information économique. Je ne regarde pratiquement pas son dossier, par contre je vais directement à la question de savoir est-ce qu'il a des biens immobiliers sur lesquels je peux porter une hypothèque. Et cela, je pense, peut avoir des conséquences au plan économique, ou en tout cas macroéconomique, sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Je peux dire sans me tromper que nous sommes aujourd'hui au Sénégal dans une situation où les banques sont à la tête de portefeuilles immobiliers extrêmement importants. Les conséquences au plan économique peuvent être évidemment d'abord l'explosion d'une bulle, ce qui aurait un impact important au plan macroéconomique et microéconomique. Mais aussi cela pourrait signifier que l'accès au crédit pour les PME, et c'est le tissu le plus important de l'ensemble économique dans nos pays, c'est pas seulement le Sénégal, l'accès au crédit pose problème en permanence, et quand nous faisons des enquêtes auprès des entreprises, c'est certainement l'un des points qui est relevé comme un des blocages au développement de l'investissement. Il y a lieu, ceci pour répondre justement à la préoccupation du créancier qui dit qu'il n'a pas suffisamment d'informations sur le débiteur qu'il a en face de lui ou le débiteur potentiel. La notation pouvant peut-être être une garantie de la qualité de l'information économique qui est mise à la disposition du créancier. C'est une piste qui est déjà explorée dans d'autres pays et qui a donné de bons résultats, ce qui a permis, je pense, de donner plus de vigueur à d'autres formes de sûreté. Et il va falloir peut-être qu'au niveau de ceux qui sont les professionnels du droit comme vous, ainsi que l'administration judiciaire, nous puissions réfléchir avec les banques et autres types de créanciers. Ensuite, il y a lieu de s'interroger aussi sur la complexité aujourd'hui du droit des affaires avec tous les nouveaux instruments qui sont entrés en jeu. Et je pense que d'autres se sont posé la question de savoir si l'OHADA répondait de manière pertinente à la prise en compte de ces nouveaux instruments de paiement, à l'électronique, au crédit bail dont on parle, au droit boursier. Il y a tout un ensemble de choses sur lesquelles je pense qu'il faut aussi que nous travaillions pour que des réponses puissent être données, pour que les chefs d'entreprise, les entreprises et les banques sont les entreprises puissent aussi trouver, je pense, des réponses qui puissent progresser. Voilà, madame, ce que je voulais dire. Vous voyez que je n'ai pas été long. J'espère avoir... Excusez, c'est le moment de vous passer la parole. Nous avons 20 minutes pour les débats. Première observation, ce sont les commentaires. Le premier commentaire est en direction de Madame Ouane. Vous avez parlé du PASCO, comme dans une série de réformes intervenues au Sénégal. Vous avez cité donc le PASCO pour la période 94-2000.
Je voudrais simplement rappeler qu'il y a eu de 95, et je crois que M. Kama est là pour témoigner, de 95 à 2000, un projet extrêmement important, destiné au Sénégal, je l'entends bien, destiné à soutenir le secteur privé. Et dans le cadre de ce programme, c'est un programme de long projet, un programme, c'est-à-dire un projet à grande échelle, sur une durée assez longue, qui a duré, je crois, près de 6 ans, et qui a permis, justement, au travers du comité de réforme juridique, le CRJ, que beaucoup ici connaissent, d'entreprendre des réformes extrêmement importantes au plan juridique, et notamment sur les questions relatives à l'OAD. J'y ai travaillé, c'est précisément la raison pour laquelle j'interviens sur ce point. Et nous avions à cette occasion réalisé la mise en conformité du droit national sénégalais avec les dispositions de l'OADA, ce qui était extrêmement important, entre autres, c'est juste des exemples. Donc je pense que c'est un moment clé des réformes intervenues au Sénégal pour, disons, dynamiser, ou en tout cas réaliser les réformes nécessaires à la promotion du secteur public. Donc je tenais à simplement rappeler cette phase importante des réformes intervenues au Sénégal pour aider le secteur public. Pour mettre en direction de Maître Youm, vous avez déploré le fait que l'OADA n'est pas prise en compte, enfin, et est exclue de son champ d'application, la question des hypothèques, enfin, des garanties, des sûretés en matière maritime. En maritimiste que je suis, même si je suis devenu banquier entre-temps, je vous rappelle que le commerce maritime est régi essentiellement, d'abord c'est un commerce international par essence, qui draine 80% des échanges mondiaux, mais qui est essentiellement fait de conventions internationales. Et sur la question des garanties, en matière maritime en particulier, je passe sous silence la question des aéronefs, mais sur la question maritime, il y a une convention internationale sur les hypothèques maritimes. Donc c'est une question que l'OADA ne peut pas régler. L'OADA ne peut pas régir toutes les situations économiques. Je pense qu'il faut qu'on sache se regarder et éviter justement de faire jouer à l'OADA un rôle qui n'est pas le sien. Notamment en voulant lui faire jouer le rôle de toucher à tout. Parce qu'au risque de faire cela, l'OADA risque de se disperser. Donc je crois que c'était important de rappeler. Bon, sur la dotation des PME, juste ça c'est à titre personnel, je crois que la Banque africaine de développement, plus précisément le département du secteur privé, réfléchit justement au projet d'institution d'un système de notation des PME, de manière toujours à permettre la facilitation d'accès au crédit aux petites et moyennes entreprises. Je vous remercie. C'est Codé qui nous vient du barreau de Côte d'Ivoire pour ceux qui n'étaient pas là le matin. Ce que je veux dire, c'est que depuis le début du séminaire, lorsqu'on fait allusion au rapport Doing Business, on revient au cadre normatif de l'OADA, en disant que les pays membres de l'OADA sont toujours plus mal classés que ceux certainement qui ne sont pas membres de l'OADA. Et aussitôt la question posée, on veut donner une réponse en recherchant dans l'OADA des réformes qui pourraient garantir le système des affaires. Mais il faut partir d'un constat. Dans le rapport Doing Business, je parle sous le contrôle de Maître Guillet qui est dans la salle, le rapport auquel nous avons participé tous les deux, l'OADA n'était pas en tant que tel un frein à l'éclosion des affaires. D'autres indicateurs qui favorisent la lenteur dans l'éclosion des affaires se trouvaient ailleurs. Lorsque je prends le cas du Burkina Faso en 2008, qui occupait un rang très négatif, qui était très éloigné, aujourd'hui, le Burkina Faso a un très bon rang. Il est même le premier pays de l'UEMOA à avoir fait des progrès. Le rapport du business 2009 est là pour l'attester. Le Burkina Faso est pays de l'OADA. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Ça veut dire que le Burkina Faso a amélioré un domaine qui n'est pas partie de l'OADA. Quel est ce domaine alors? Nous savons tous la parafiscalité, la corruption, un système judiciaire gangréné, et puis des fonctionnaires démotivés ou je dirais qui ne donnent pas l'envie de travailler, un système
archaïque d'enregistrement des actes, des greffes qui ne répondent plus aux normes actuelles, à supposer que le RCCM, comme l'a dit le matin le premier intervenant de M. Yondo, soit amélioré textuellement, est-ce que ça permettra de rendre rapide l'enregistrement des actes au greffe si le greffe utilise des machines qui datent d'encore avant la Seconde Guerre mondiale? Ce n'est pas possible. Il est bien beau de réfléchir sur le caractère normatif de ce qui gère nos États. Il est bien beau de faire des réformes. Mais lorsque ces réformes institutionnelles ne s'accompagnent pas de réformes matérielles, de prise de conscience matérielle, de mise à nu des systèmes qui gangrènent nos méthodes de travail, si on ne met pas faire la promotion de l'impunité, nous verrons que nous allons beau légiférer, mais ça ne sera pas possible d'évoluer. Donc, la Banque africaine ne veut pas être interpellée sur la question. Aujourd'hui, elle s'attaque à l'OADA pour pouvoir admettre, pour pouvoir susciter une réforme. Mais demain, je crois qu'il faut qu'elle réfléchisse plus en profondeur. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'ailleurs dire à un des intervenants qui a estimé que c'était trop long, les procédures judiciaires, 784 jours. Et maintenant, nous avons battu tous les records au Cameroun. Nous avons des procédures en dehors de l'OADA, j'en ai une personnellement, qui durent depuis 89. Nous sommes actuellement dans l'exécution de la décision par rapport aux actes de forme de l'OADA, mais là, commencé en 99, j'ai des procédures, des textes qui sont sortis, qui permettent en interne. Parce que tout à l'heure, M. le ministre vous disait qu'il faudrait avoir le pouvoir, on peut faire dans l'intérêt de la loi. Alors chez nous, ça s'appelle le pouvoir d'ordre. D'ordre du ministre. Le ministre de la garde des Sceaux va donner l'ordre au procureur général de la Cour suprême de faire un pouvoir, même si ça ne concerne pas, ça doit être une affaire qui doit être jugée devant la Cour commune de justice et d'arbitrage de loi. Et ça ne fait que retarder des procédures et ça nuit effectivement aux investisseurs. Donc, les lourdeurs se sont multipliées avec une disposition qui concerne, je pense, d'avril 2006, qui permet ce qu'on appelle le juge du contentieux de l'exécution. C'est-à-dire vous avez une décision après avoir, vous êtes parti à la Cour suprême, et maintenant il faut passer à la phase de l'exécution, probablement pour réaliser des garanties. Et vous vous heurtez à un juge qui, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer le dossier devant le ministère public. C'est-à-dire, il va demander au procureur de la justice de faire une réquisition, surtout lorsqu'il y a l'État qui est parti au procès. Ou bien une société étatique. Ou bien une société qui a pour actionnaire unique l'État, même si c'est une société anonyme. Et ça va encore dans des retards absolument interminables. Donc, je pense que vous n'avez pas le monopole de la durée des procédures. Je pense même que vous n'êtes pas les champions. Permettez-nous sur ce point de revendiquer pour le Cameroun la primauté et le maillot chaud de ces lenteurs judiciaires qui ne font que s'accélérer. Sur le reste, je voudrais terminer. Oui, je terminerai, Madame la Présidente, pour une seule chose en disant, je voudrais vraiment qu'on parle d'un pays comme le Rwanda, qui malgré ses difficultés, a une bonne position actuellement au niveau des investissements, en améliorant. Je pense que Madame la directrice peut nous dire, donc c'est un exemple vraiment des pays africains qui ont fait énormément de progrès, sans avoir besoin de la BAD et d'autres pays et d'autres investisseurs. Je vous remercie. Je demanderai aux autres intervenants d'être généreux en passant leur... Les investissements. Je voulais vous dire que les interventions, j'ai trouvé cet après-midi, illustrent parfaitement ce que je disais ce matin, c'est-à-dire la difficulté à concilier le droit des affaires et le droit public économique. Comment construire des partenariats publics-privés dans un État ou dans une région où effectivement on peut considérer que les garanties, la terre, ne peut pas faire l'objet de titres de liens de protection suffisants. Et je pense qu'il faudrait quand même que ceux qui rédigent les lois sur le BOT ou les partenariats publics-privés et ceux qui vont améliorer les textes sur la sécurisation des investissements, notamment en voie d'exécution, etc., ça soit ensemble pour qu'on puisse concevoir des modèles de garantie qui puissent faciliter. Je voudrais donner deux exemples qui me préoccupent et qui prouvent la dichotomie
avec lesquelles on fonctionne entre le droit public économique, qui est le cœur des infrastructures et du développement en Afrique, et le droit des affaires. Quand on regarde la loi, du moins l'ancienne version de la loi sur les CET et BOT au Sénégal, les modalités d'attribution de ces concessions. Si vous regardez par ailleurs la directive UEMOA sur le marché public qui inclut les délégations de services publics, on s'aperçoit que les modalités d'attribution de ces types de contrats administratifs ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que dans un même pays, on n'est pas d'accord dans deux textes qui sont applicables sur les modalités d'attribution. Et 6 mois, c'est une hypothèse d'école, supposer que par exemple on construise un aéroport au Sénégal à la suite d'une offre spontanée d'un investisseur qui a envie d'investir. Bon, c'est pas prévu par le texte sur les délégations de services publics de l'UEMOA, sur les partenariats publics-privés. Imaginez qu'on fasse un recours contre cette décision de l'État sénégalais devant l'Agence de régulation des marchés publics, qu'est-ce qui se passe? Et je voudrais simplement insister sur, là aussi, le problème de ce qu'il y a une inflation institutionnelle. On nous parle tout à l'heure du Conseil présidentiel des investissements, il y a eu le Conseil des infrastructures, il y a l'APIX, il y a l'Agence de régulation des marchés publics, il y a l'autorité de régulation de l'autoroute Dakar-Thiès, il y a l'autorité de la Creux pour le CIR. Il y a un problème institutionnel qu'on a évoqué largement depuis ce matin qui affaiblit la fonction de régulation et qui affaiblit la portée normative des textes. Et puis il y a une deuxième question que je voudrais poser. Si le président, ce n'est pas au panel que je m'adresse, mais si le président de la Cour commune de justice est toujours là, je voudrais rebasculer l'émotion d'un congrès qui s'est passé au Cameroun, voilà, encore une fois, c'est un lieu particulier, qui s'est passé, je crois, en juin dernier, et au cours duquel on s'est interrogé sur des décisions rendues par la Cour de justice, notamment concernant, je crois, le secteur des télécommunications, et sur, je dirais, la prudence, semble-t-il, qui conduit la Cour de justice à avoir une difficulté de poursuivre et de développer et de considérer qu'on peut exécuter des sociétés publiques. Si c'est vraiment le cas, et je demanderais peut-être un avis interprétatif officieux non enregistré au président de la Cour, s'il veut bien me répondre, mais en tout cas c'est une vraie préoccupation. Si la Cour de justice lance ce signal de ce qu'il n'est pas possible d'exécuter une société publique dans un État d'Afrique de l'Ouest, ça me paraît être un mauvais signe de la perspective du droit au WADA, de cette conciliation avec le droit des infrastructures, la sécurisation de l'investissement. Parce qu'on ne peut pas concevoir, il y a des sociétés concédantes, elles sont au cœur de ces partenariats publics-privés. Donc c'est une question que je me pose et sur lesquelles j'espère peut-être pouvoir être rassuré. Merci. Bonjour, M. le baron du Cameroun. Je voudrais revenir un peu sur l'évaluation des sûretés. Et lorsque l'intervenant parlait de l'insuffisance de ces garanties-là, il déplorait le fait que certaines sûretés aient été exclues des actes uniformes. Et alors que dans la sous-région, peut-être notamment dans la région UEMOA, il n'y a pas de législation spécifique en la matière. Je veux dire que pour ce qui concerne la CEMAC, l'Afrique centrale, notamment pour ce qui concerne les sûretés maritimes, il existe quand même un code de la marine marchande qui indique la procédure en matière de prise de garantie sur les navires et ainsi que la réalisation. Donc, ce qui pourrait donc peut-être inspirer un peu certaines insuffisances ou combler les insuffisances ailleurs. Et sur le plan international, je pense que même si l'acte uniforme ne parle pas des sûretés en matière d'aéronefs, il existe quand même des conventions internationales qui permettent de combler ce manque. Ensuite, au niveau de la réalisation des garanties, je pense qu'on pourrait compléter l'intervention de l'exposant de tout à l'heure en disant que, au-delà de la réalisation qui consiste à vendre le bien pour couvrir le prix, l'acte uniforme a quand même prévu quelques petites procédures utiles, notamment l'attribution judiciaire de gages, qui peut permettre d'éviter les longues procédures judiciaires des dévoirs d'exécution. Et enfin, je voulais rebondir sur ce que me disait M. le médecin tout à l'heure, pour m'interroger sur les garanties données par les sociétés publiques. Parce que nous sommes tous, nos économies, pour la plupart, sont dominées par l'État. Les plus grosses sociétés sont soit des sociétés publiques, soit des sociétés, on dit chez nous, mixtes ou d'économie mixte. Et dès lors que
l'article 30 parle de l'immunité d'exécution. On se pose la question de savoir maintenant, lorsque la garantie est donnée par une société publique, qui, comme le suggérait M. Serre tout à l'heure, fait du commerce, que deviennent ces garanties-là, puisqu'on ne peut pas exécuter sur ces sociétés? Et enfin, je voulais un peu revenir sur ce que me disait M. Bensi tout à l'heure pour dire que, juste pour compléter, hein, que le pouvoir d'ordre dont il parlait tout à l'heure, c'est surtout dans le cadre de défense à exécution, de sursis à exécution, et non pas tellement dans l'intérêt de la loi. Je vous remercie. Merci, mon frère, monsieur Diamanté. Je vous remercie, madame. Je voudrais donc intervenir sur 3 points. D'abord, sur le rapport du business, madame Wan souvent nous parle d'un indicateur du business sur la création d'entreprises. Alors, en évoquant le temps, le délai de 24 heures là pour créer une entreprise. Alors, je voudrais savoir quelle est la place de la morale dans le doing business par rapport à la création d'entreprises. Et souvent, je taquine nos amis de la Banque mondiale en leur disant que ce n'est pas toujours, ce n'est pas parce qu'on a pu créer une entreprise en 24 heures qu'on devient vraiment efficace. Je crois que de notre côté, les institutions financières comme le FMI, donc la Banque mondiale, nous jugent par rapport au blanchiment d'argent, etc. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont créées et qui servent souvent de paroi pour les blanchisseurs d'argent. Et je crois qu'il faudrait tenir compte de tout cela, la morale dans la création d'entreprises. Je voudrais aussi intervenir sur le crédit bail et l'OADA. Je voudrais porter un témoignage parce que lors de la réunion technique passée à Kinshasa, nous avons défendu au niveau du comité des experts qu'on puisse intégrer le crédit bail, le factoring et la franchise dans l'OADA. Mais on nous a dit que l'OADA a prévu des actes uniformes sur ces contrats-là. Alors, ça, je crois qu'il faudrait tenir compte de ça. Donc, peut-être que dans un futur proche, l'OADA va proposer des contrats sur ces nouvelles techniques commerciales. Et je voudrais aussi porter un témoignage sur les immeubles immatriculés. Maître Youm, effectivement, a bien raison de souligner que dans beaucoup de pays de l'espace OADA, il y a des constructions qui sont réalisées sur des terrains non immatriculés. Et par exemple, sur des terrains qui ont été attribués par l'autorité administrative, ce qui n'est pas pris en compte par le droit OADA par rapport à la sûreté immobilière. Mais le problème n'est pas simple. Effectivement, au Sénégal, on s'aperçoit que beaucoup de constructions sont réalisées ce sont des peines et soins qui sont sur des immeubles, sur des terrains affectés par l'autorité administrative, donc qui ne sont pas immatriculés. Mais on se rend compte aussi que dans d'autres pays, par exemple le Cameroun, le simple fait de construire sur un terrain non immatriculé est une infraction déjà. Et si on sait qu'au sein de l'OADA, pour réformer, il faut avoir l'unanimité. Donc on ne pouvait pas, par exemple, imposer la position du Sénégal pour dire que l'OADA désormais doit tenir compte des terrains, des impasses réalisées sur des terrains non immatriculés. Je crois que ce qui a été proposé par le comité des experts, c'est de se rabattre sur les législations nationales pour que chaque pays essaye d'adapter ces régimes-là par rapport à son droit foncier. Voilà, et je voudrais dire effectivement que l'OADA ne pouvait pas prendre en compte toutes ces sûretés en matière, par exemple, aérienne, ferroviaire et maritime, dans la mesure où c'est pris en compte par des conventions internationales. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je parlais avec mon ami
je voudrais essayer autant que faire se peut, vous rassurer sur quelque chose. J'ai entendu deux phrases depuis ce matin. L'une est relative à la durée des procès en Afrique. L'autre, plus subjectif, relative à la pression exercée sur les juges d'Afrique. Une affaire est mise en état devant la Cour d'appel de Paris, terminée, conclue, dossier déposé, il ne reste plus qu'à plaider. La convocation pour plaider est pour 2 ans. Vous êtes convoqué pour venir plaider dans 2 ans. Je l'ai vécu, revécu et revécu. On ne l'a pas vécu au Sénégal, ça, malgré des dizaines de renvois sur 3 mois. C'est peut-être qu'au Sénégal qu'il faut mieux organiser pour ne pas avoir à retourner tous les 15 jours. Mais je ne pense pas que les procès en Afrique soient plus longs qu'en France. C'est le contraire même. Pour le pratiquer tous les jours. Parce qu'un procès est par définition un exercice contradictoire. Par principe et par définition, c'est un exercice contradictoire. Un procès, ce n'est pas l'affaire d'un créancier. C'est aussi l'affaire d'un débiteur. Le débiteur doit être aussi protégé que l'est le créancier. Le créancier n'est pas celui qui a toujours raison en droit. Un procès est par définition contradictoire. Il lui faut son temps. C'est pourquoi d'autres institutions comme l'arbitrage sont choisies pour essayer de résoudre à l'amiable. Il faut un peu que nous nous décomplexions aussi. L'Afrique n'est pas en retard sur ce point. C'est mon point de vue, je le vis ailleurs et ici. Je le regrette. Je suis avocat au barreau de Paris, je le vis chaque jour. La durée des procès est plus longue en France qu'ici. Au Sénégal en tout cas. Et je dis autre chose, la pression des juges. Mais les juges africains ne reçoivent pas de la pression tous les jours des autorités africaines. Ces pressions viennent aussi parfois d'ailleurs. Mais n'a-t-on pas vu aussi sous d'autres cieux, et tout récemment des procès fortement médiatisés, sous pression aussi. Donc, essayons d'améliorer nos systèmes sans se faire complexer. Mon point de vue est qu'il n'y a pas de système parfait. Il faut toujours améliorer, mais qu'il faut cesser de dire en Afrique, en Afrique, en Afrique, en Afrique. Je dis non. C'est partout. Ensuite, une autre question signalée par M. Mansour Kama, et il a raison. En tout cas, au Sénégal, il a calculé 26% de frais de justice. Peut-être qu'il y en a plus. Entre une législation nationale qui en fait à sa tête, lors des avocats ont obtenu une révision de son barème, j'ai eu peur quand je l'ai vu. Je me suis dit, ah, ça c'est trop. Les huissiers viennent de le faire. Et les avocats disent des huissiers, c'est trop. Les experts n'ont même pas de barème, ils en font à leur tête. Et donc, voilà une vraie question sur la justice. Et ça intéresse aussi bien les avocats que tout le monde, j'en suis un. Mais je pense que les frais de justice tels que c'est articulé, je parle du Sénégal, sont un peu élevés, un peu trop élevés. Enfin, sur l'extension de compétences de l'OHADA, on dit toujours, chaque fois qu'on parle, il y a quelque chose qui manque. On dit il faut que l'OHADA règle, il faut que l'OHADA règle, il faut que l'OHADA règle. En matière d'indivision, lorsqu'un bien est indivis, après décès ou indivision volontaire, vous êtes créancier OHADA, vous voulez saisir ce bien. La loi sénégalaise et le code de la famille dit, vous ne pouvez pas procéder à la vente immobilière aux enchères publiques avant le partage. Faudrait-il que l'OHADA s'occupe du droit de la famille au Sénégal et modifie notre code de la famille, notre mariage, notre divorce, notre succession? Il faut laisser quand même aux juges nationaux et aux droits de nos pays le soin de régler des questions qui relèvent de leur pays. Parce que l'OHADA lui-même, dans la plupart de ses textes, nous dit ce qui ne m'est pas contraire peut rester applicable. Sinon, c'est l'OHADA qui va remplacer quand même les assemblées nationales de nos pays. J'ai plaidé en France récemment une affaire de responsabilité de l'officier ministériel. C'est jugé, c'est condamné sur le plan moral, et on dit sur le plan matériel, attendez qu'au Sénégal, on règle et on termine une succession, une communauté à liquider. Donc si l'OHADA doit s'occuper de tout,
l'OHADA s'occupera de mariage, de divorce, de succession. Parce que le droit des affaires n'est pas seulement ce que vous croyez être. Un couple, un mariage se trouve en plein dans le droit des affaires par le régime des communautés. Lorsque un couple en communauté est propriétaire d'un fonds de commerce, lorsqu'un couple en communauté... Attendez madame, excusez-moi, je termine. Parce que je vois un confrère extrêmement brillant. Demander des comptes à nos gouvernements, indépendamment de tout test OHADA, je pense que nous ayons de meilleurs résultats. Alors c'est à cela que je viens inviter nos ordres. Merci. Je suis juste là pour introduire le prochain intervenant, qui est Mme Claire Dickerson, professeure à la faculté de droit de l'Université de Tulane, Nouvelle-Orléans, et également professeur, je ne sais pas comment on dit, permanent visitor professor. Ça se traduit comment? C'est professeur visiteur permanent hein, de l'université de Boué, au Cameroun. Bouéa, pardon, au Cameroun. Désolé. L'intérêt de son intervention, c'est que elle va nous parler d'un texte qui a un caractère uniforme aux États-Unis. Donc je pense que cette approche comparative est intéressante. L'autre intérêt, c'est que comme nous, elle a été avocat, maintenant et professeur, je pense que cette double casquette lui permet d'avoir un regard très intéressant sur la question. Donc on va lui laisser la parole. Merci. Les membres de l'Union internationale des avocats et également de l'Ordre des avocats du Sénégal, votre note, dites-moi et j'essaierai de trouver notre solution. L'Union internationale des avocats et l'Ordre des avocats du Sénégal m'ont demandé de préparer pour cette réunion, qui est, elle, penchée sur le droit de l'OHADA, quelques réflexions au sujet de l'autre droit des affaires, également harmonisé. Et il s'agit dans ce contexte du Uniform Commercial Code aux États-Unis. Alors, la modification radicale d'un système juridique dépend souvent du dynamisme d'une seule personne. Pour l'OHADA, c'était le grand juge Kéba Mbaye, ressortissant, comme vous le savez très bien, du Sénégal, mais qui très vite a su rallier tous ceux qui œuvrent pour l'uniformisation du droit des affaires. Pour le Uniform Commercial Code, que nous appelons tout simplement l'UCC, c'était un grand professeur de droit commercial, Carl Llewellyn. Tout comme le juge Mbaye pour l'OHADA, c'est le professeur Llewellyn qui a inspiré la création de l'UCC que nous connaissons aujourd'hui. Depuis la fin du XIXe siècle, il y avait eu aux États-Unis plusieurs tentatives d'uniformisation du droit commercial, mais toujours avec un succès limité. Pour les États-Unis, possédant un système fédéral, la solution la plus directe aurait été d'adopter un droit commercial fédéral, mais devant la méfiance fondamentale du public américain vis-à-vis du gouvernement et très particulièrement vis-à-vis du gouvernement fédéral, la solution fédérale était impensable. Par conséquent, les gouvernements étatiques demeuraient les seules autorités capables d'harmoniser le droit commercial et dans ce cas précis, ils ont accepté de travailler ensemble en faveur du développement économique du pays entier. Il ne s'agit pas, comme c'est le cas pour l'OHADA, d'avoir un seul droit, une seule série d'actes uniformes, acceptés comme le droit interne de chaque État. Il y a par conséquent des différences d'État en État, mais en gros, c'est l'harmonisation qui triomphe, encouragée par le rôle que la common law accorde aux juges.
l'interprétation par les juges d'un État influence les juges de tout autre État. Mais néanmoins, il ne s'agit pas d'uniformisation, car la Cour d'appel, que ce soit la Cour suprême, la Cour d'appel d'un État ne peut imposer son interprétation que sur un tribunal inférieur du même système judiciaire, c'est-à-dire du même État. Pourtant, le professeur Llewellyn offre plus que l'harmonisation du droit commercial. Au cours de la rédaction de l'UCC et surtout de la partie relative à la vente de marchandises, Llewellyn et son équipe ont cherché à utiliser une unique perspective juridique, laquelle servirait en quelque sorte de système nerveux pour harmoniser tout le régime juridique. Tout comme le grand juge écossais du XVIIIe siècle, Lord Mansfield, la perspective de Llewellyn était pratique. Quelles sont les normes utilisées actuellement par ceux qui font les affaires? Mais pour Llewellyn, cette perspective dépendait d'une philosophie juridique dénommée le réalisme, qui s'opposait au positivisme juridique. L'UCC allait refléter les réalités commerciales tout en adoptant et mettant en valeur certaines données morales, notamment le respect des droits des plus vulnérables. La raison patente, soit selon Llewellyn, la raison évidente et fondamentale, doit guider le juge dans son interprétation. Cette perspective assez large permettait sur le plan pratique la préparation d'un texte suffisamment flou pour être accepté en gros par tous les différents États. Tout grand texte du genre de l'OHADA ou de l'UCC est donné dans un contexte historique précis. L'OHADA est né dans un environnement juridique où le droit des affaires était difficile à identifier, où il datait ou d'avant l'indépendance ou même du siècle précédent. Le droit commercial aux États-Unis partageait certains de ces problèmes. Il y avait eu une proposition de droit harmonisé pour les ventes commerciales et plusieurs autres actes soi-disant uniformes dans le domaine du droit commercial. Pourtant, ceux-ci étaient moins ambitieux que les réformes préparées par le professeur Llewellyn, car les anciens textes ne possédaient pas cette même vision réaliste et ne faisaient pas partie d'une réforme intégrale concernant, dans une certaine manière, tout le droit des affaires. L'UCC est divisé en parties dénommées articles. Ceci peut prêter à confusion en français, mais précisons que ce que l'UCC appelle des articles sont en fait, pour un francophone, des livres du code. De même, ce que l'UCC appelle des sections sont en français juridique des articles. Il y a 11 de ces articles au sens anglais du terme, dont les plus réputés sont l'article 2, afférent aux ventes de marchandises, et l'article 9, relatif aux sûretés. C'est donc le second article, l'article 2 de l'UCC, qui a subi le plus clairement l'influence de Llewellyn. Et c'est cet article, en effet, qui est le plus admiré. Puisque le régime anglo-saxon n'a pas de contrats commerciaux proprement dit, l'article 2 comprend la vente de marchandises aux consommateurs comme aux commerçants, sans pour autant réduire les protections offertes à celui-là par notre loi. Cet article 2 explique comment conclure un contrat, comment l'exécuter et les conséquences d'une rupture. Un nouvel article 2A concerne les baux financiers, mais ni l'un ni l'autre ne régit les contrats de service. Pour sa part, l'article 9 concerne les sûretés, que ce soit ou non dans le contexte d'une vente. Cet article souligne, comme nous l'avons déjà entendu aujourd'hui, l'importance capitale du prêt dans les affaires. La première version de cet article a eu un impact important, car il a remplacé des lois étatiques qui n'étaient ni modernes, ni harmonisées. Pour faire rapidement le tour des autres articles, je mentionnerai simplement que l'article
contient des définitions, tandis que les articles 3 et 4 concernent d'une part les instruments négociables et d'autre part les règlements bancaires, et qu'un nouvel article 4A régit les transferts bancaires. L'article 5 est relatif aux lettres de crédit, mais les commerçants utilisent aux États-Unis de plus en plus les règles et usances uniformes de la Chambre de commerce internationale. Parmi les trois autres articles, le plus important est l'article 7, afférent au connaissement entre autres documents. L'article 6 est quasiment périmé, je n'en parle pas, et l'article 8 concerne les négociations des actions. Le contexte juridique dans lequel un code ou une loi est appliqué est d'une importance primordiale. Le système juridique aux États-Unis était très différent de celui que le juge Mbaye connaissait dans la région de l'Ohio, où l'Ohio s'est implanté. Aux États-Unis, il y avait déjà un régime de procédure collective, par exemple. Pour cette raison, l'UCC comprend l'article 9 relatif aux sûretés, mais pas l'article ressemblant à l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux procédures collectives. De même, contrairement à l'OHADA, l'UCC ne régit pas les sociétés commerciales, car les États avaient déjà des lois en vigueur précisant comment former, régir et dissoudre ces sociétés. Certes, les lois n'étaient pas strictement uniformes d'État à État, mais elles étaient relativement modernes et elles se ressemblaient dans les grandes lignes, ce qui est toujours le cas. Par conséquent, l'UCC n'avait pas besoin d'ajouter ce sujet à ses responsabilités. Pareillement, la procédure fédérale avait été modernisée et elle était automatiquement et inévitablement uniforme. La procédure étatique a également continué d'évoluer. Ceci étant, l'UCC n'a incorporé aucune réforme de procédure, tandis que l'acte uniforme de l'OHADA, comme vous le savez bien, l'acte relatif à la procédure simplifiée et aux mesures d'exécution du jugement, joue un rôle très important. Autre différence, l'UCC n'est pas doté d'institutions comme l'est l'OHADA. Il n'y a pas de tribunaux spécialisés. Ce sont les tribunaux étatiques ou dans certains cas fédéraux, mais appliquant le droit étatique. Ce sont ces tribunaux qui tranchent les sujets régis par l'UCC. Ce système ne fonctionne pas parfaitement, car un avocat new-yorkais plaidant dans le Mississippi, par exemple, peut être désavantagé du fait qu'il n'est pas ressortissant de cet État. Néanmoins, en gros, le système fonctionne correctement. L'UCC n'a certainement aucun législateur unique. Une telle institution renforcerait l'harmonisation entre les États, mais la même peur du gouvernement fédéral empêche l'établissement d'une structure de cette sorte. Par contre, il y a deux organisations privées, non gouvernementales, qui préparent ensemble les textes qui sont par la suite proposés aux législateurs étatiques. C'est un peu le genre de commission qu'on voit en Angleterre également. Ces organisations, le American Law Institute, ALI, et la National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, c'est pourquoi nous l'appelons NCUSL. Ces deux organisations, dont les membres sont d'éminents juges, professeurs et avocats, revoient régulièrement les textes afin d'essayer de les maintenir à jour. Dès qu'un nouveau texte est terminé, il est remis aux législateurs étatiques, après quoi il faut typiquement attendre encore plusieurs années avant que l'unanimité des États, voire même leur majorité, ait adopté le nouvel acte. En dépit de tous les efforts de Llewellyn, au fil des années, l'importance centrale de ces deux concepts principaux, soit l'harmonisation de tous les articles de l'UCC et l'importance de la raison patente, s'est atténuée. Diverses modifications, certaines étaient carrément des révisions à fond, ont favorisé la spécificité plutôt que les grands principes. Bien entendu, le principe de l'uniformisation, afin de réduire le coût des transactions, demeure le noyau de tout ce droit commercial. Mais l'esprit qui animait l'œuvre à son origine a été érodé par l'écoulement du temps et a même été intentionnellement modifié.
Que la neutralité de l'UCC soit contestée n'étonne pas, car ce régime juridique n'a jamais été neutre. Par contre, la partie favorisée a changé. Si du temps de Llewellyn, c'était la partie vulnérable, de nos jours, c'est de plus en plus le contraire. Prenons l'article 9 à titre d'exemple. Si la première rédaction a su réunir de manière utile une collection d'anciennes lois mal assorties, la nouvelle version, adoptée au début du siècle courant, a été préparée par des juristes représentant des intérêts des créanciers, notamment des banques et des autres entreprises financières. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les banques, ça veut simplement dire qu'il faut comprendre tout le contexte. Si le texte fonctionne toujours avec efficacité, c'est néanmoins peut-être le moment, après la débâcle financière que le secteur financier états-unien a déclenché, de revoir les priorités accordées dans cet article. Enfin, revenons à l'article 2. L'article que tout juriste exerçant dans le domaine du droit des affaires connaît à fond, dans la mesure du possible. Celui-ci a été l'objet d'une révision ambitieuse qui s'est effondrée. Il n'était pas question d'étendre l'article au-delà des marchandises pour régir par exemple la vente de services. Mais la révision offerte proposait que les ventes de marchandises par Internet, par exemple, relèvent de cet article. Pour diverses raisons, y compris une réticence d'intériner les normes modernes par leur inclusion dans un nouvel article 2, l'effort a sombré. Pour le moment, nous continuons avec le texte de Llewellyn, et c'est le législateur fédéral qui a pris en main la vente par Internet. Bien qu'au moins uniformatisé que le droit de l'OADA, bien que ne possédant pas les institutions qui renforcent sensiblement cette organisation, bien que partageant avec l'OADA l'expérience que les textes légaux sont difficiles à moderniser, l'UCC a joué et joue toujours un rôle important dans le monde commercial des États-Unis. L'effet positif de l'UCC vient de l'harmonisation qu'il effectue, de la logique interne de ses sections, au sens anglais, et de ses articles, encore au sens anglais, et de l'esprit relativement large et souple qui l'anime toujours. Ce sont les mêmes avantages qu'offrent les actes uniformes de l'OADA sur son territoire. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. L'UCC a ses défaillances, tout comme l'OADA. Mais de toute évidence, ces deux systèmes juridiques facilitent depuis leur adoption des transactions commerciales. Nous autres juristes états-uniens contemplons l'UCC avec un regard affectueux, le plus souvent réservé aux bons amis, devenus avec les années légèrement moins dynamiques, mais beaucoup plus charmants. Merci. Monsieur Abdication, pour cette intéressante présentation de l'UCC, qui a d'ailleurs, je dirais que le rôle joué par l'Institut, American Law Institute, a inspiré des Africains qui ont, créé plutôt ce qu'on appelle African Law Institute, à l'image justement d'American Law Institute, et avec les mêmes objectifs, c'est-à-dire donc de favoriser l'harmonisation et l'unification du droit des affaires en Afrique. Et s'appuyant en cela sur l'ONU. Sur les exposés passés, j'avais quelques commentaires personnels. Bon, je pense que le temps est assez réduit. Je voulais donc qu'on essaie d'aller très vite. Tout à l'heure, Maître Youm a indiqué qu'il y avait une relation extrêmement étroite entre sûreté et voie d'exécution. Nous avons tout à l'heure entendu des exposés sur la construction de sûreté et les problèmes que ça a posé au regard de l'OADA. Nous allons tout de suite
avec l'intervention de nos confrères et amis d'Espagne, vous parlez donc de l'exécution de ces garanties. Nous regrettons l'absence de Maître Kéré, bâtonnier Kéré de Burkina, qui était censé leur faire une présentation, et nous laisserons la place à nos amis Javier et Ignacio de faire des présentations sur le recouvrement des créances, l'exécution, les voies d'exécution, et ensuite donc, nous donnerons la parole à l'audience pour une interaction. Je vous remercie. Donc je laisse le soin à nos amis de se présenter et d'entrer dans le vif du sujet. Merci à vous. Bonsoir, je m'appelle Ignacio Cobert et je suis associé du cabinet Garrigues à Barcelone, Espagne. Et je voudrais remercier la OIA et les barreaux des avocats du Sénégal pour l'invitation. Je voudrais aussi remercier spécialement à Maître Fénéon, Alain Fénéon, qui m'a appris de l'existence de la OADA dans un congrès de la OIA il y a déjà 6 ans, pour me faire connaître ce projet merveilleux. Je voudrais aussi féliciter les pays membres de la OADA pour être capable, dans un délai si court, faire si des choses sur les droits d'affaires. Et nous, j'ai invité, c'est Marie-Christine Simanavilla qui nous a fait nous inviter pour donner un peu les touches exotiques aujourd'hui, parce que nous, on ne va pas parler de l'OADA, on va parler des confusions des choses chez nous. Et vous allez voir que les choses chez nous aussi ne fonctionnent pas toujours très bien. Et pour commencer, sur la situation en Europe, et l'Europe, l'Union européenne, l'Espagne, il est membre de l'Union européenne de 1986, c'est-à-dire il y a déjà pas mal d'années. Et l'Union européenne a travaillé pas mal sur les droits publics économiques, comme il était cité par notre confrère français, mais même s'il a travaillé beaucoup avec les droits d'affaires, l'harmonisation, l'unification n'est pas très large. En effet, sur les procédures civiles pour les recouvrements des créances commerciales, et même s'il y a, je suis en bien, il y a 2 réglementations communautaires, un sur l'exécution des titres et une autre sur la procédure d'injonction des payés. Et ces procédures, ce sont bien, ce sont très techniques, ce sont très théoriques, mais à mon avis, ils sont assez neufs, il y a 4 ans, 5 ans, ils ne s'utilisent pas. Alors même si on a des réglementations au niveau transnational, des affaires transnationales, on a des réglementations au niveau communautaire, et les pays européens, inclus l'Espagne, il a une certaine tendance de toujours exécuter, utiliser la procédure locale. Et je ne sais pas si en Afrique c'est comme ça, mais au pays, je suis latin, je suis méditerranéen. Au pays méditerranéen, on a une tendance, quand tu dois faire le choix, tu toujours choisis les choses que tu connais, et les avocats aussi. Alors, quand tu peux choisir entre une procédure communautaire et une procédure nationale que tu connais depuis longtemps, tu vas choisir la procédure nationale. Alors, c'est pour ça que même si mes confrères africains, quand vous avez des affaires avec l'Espagne, je voudrais vous expliquer avec mon collègue Xavier Terriba un peu les procédures de recouvrement des créanciers commerciales en Espagne. Parce que c'est vraiment ceci qui s'utilise. On n'utilise pas la réglementation communautaire. Alors, vraiment, vous dire qu'en Espagne, comme la plupart des pays européens, les procédures civiles étaient systématisées pendant le siècle XIX et le siècle XXe dans plusieurs textes légaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas, même si on a une loi des procédures civiles, on a les autres lois qui réglementent, qui couvrent des procédures spéciales. Alors il existe un triple mécanisme de procédure, c'est pas très facile, 3, et c'est divisé sur des critères relatifs à matière et montant. Alors les trois procédures, types de procédures, c'est la procédure déclarative, la procédure exécutive et les dites procédures spéciales. Et en vue de cette séance,
il convient d'accéder l'étude ou l'analyse des trois procédures. On va limiter, on va faire les choses plus faciles. Trois procédures, qui c'est une procédure exécutive de titre non judiciaire ni arbitron, et des procédures spéciales. La procédure appelée en français injonction de payer et la procédure des lettres d'échange. Et toutes ces procédures sont détaillées dans notre rapport qui est sur des CD, dans un CD ou dans la site de la OIA. Alors, avant de commencer avec cette procédure, je voudrais parler 2 minutes sur la justice en Espagne. J'ai entendu des confrères qui c'est assez commun dans les pays africains, des problèmes de justice. Je crois qu'ils n'ont pas parlé des problèmes des manques de moyens matériaux ou humains, mais je crois que c'est comme tous les pays. Les gouvernements investissent beaucoup en justice. En Espagne aussi, on a un grave problème. Parce que vous savez, on est comme tout le monde dans une crise assez forte. L'Espagne est appelée maintenant un pays PIX. Je ne sais pas si vous savez, ce sont le Portugal, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, sont les mauvais élèves de l'euro. Alors, notre économie souffre beaucoup. Et ça veut dire que le travail des avocats, le nombre de procédures, ça a monté, surtout au niveau, je crois que vous avez un français, ce sont des les faillites, et procédures collectives, et les juges, il n'y a pas beaucoup. Et si vous voulez, c'est un exemple, chez moi, j'ai un bar musical au rez-de-chaussée. On essaie de les virer il y a 2 ans, parce que le contrat est fini, ils sont encore là. Alors vous voyez, les choses fonctionnent, ils ne payent pas de location, mais ils sont encore là. Et je ne suis pas tellement content. Et aussi, je ne dirais pas que les juges sont indépendants, mais ils ont des croyances politiques, religieuses très fortes. Ça veut dire que le tribunal constitutionnel va décider si une loi c'est bien ou c'est mauvais, selon si la majorité s'était nommée par les partis de droite ou les partis de gauche. Et ça c'est, je ne sais pas si c'est correct dire en français, mais c'est américain, parce que les choses sont blanc ou noir, indépendant de quel gouvernement qui a élu les juges. Je parle surtout des juges à niveau de la Cour constitutionnelle. Alors, vous voyez que la réalité d'Espagne est très loin d'être parfaite. Parlons maintenant des 3 procédures. Les 3 procédures qu'on a pour les recouvrements en théorie assez vite des créances commerciales.